Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur ma chaîne Vérité à venir et je vous propose la 10e émission dans la série qui a pour base la marchandisation des êtres humains et on y a intégré des êtres vivants. Donc précédemment, on s'est conduit sur les sentiers nauséabonds des trafics d'esclaves, de proxénètes, de ceux finalement qui usent de vulnérabilité de jeunes filles et de femmes pour les prostituer de force et après les remettre entre les mains de bourreaux et entre les paluches, voyez-vous, de criminels qui veulent assouvir leurs pulsions des plus repoussantes. Après, on a été sur les cobayes humains, le grand secret des essais pharmaceutiques. Et là-dedans, on a vu qu'il y a d'autres cartels qui existent dans le trafic d'êtres humains. Ce sont eh bien, les entreprises pharmaceutiques qui veulent tester leurs produits et voir quel est le taux de toxicité pour passer la phase 1, 2, 3 et obtenir leur Graal qui est l'AMM, autorisation de mise sur le marché. Vous en avez certainement entendu parler pendant le Covid. Et à partir de là, donc, ils peuvent créer des bénéfices sur un médicament qui sera breveté et mis sur le marché. Et on s'est aperçu que pour passer ces essais, il leur faut des patients ou des cobayes humains. Et qu'en Occident, il y a quand même la connaissance de ces droits et des personnes qui ont, voyez-vous, consulté le Code de Nuremberg ou encore le traité d'Helsinki et d'autres conventions qui peuvent exister. Donc ils ont décidé de ne pas participer à ça. Ils ont, après, hein, ces personnes intelligentes quand même, mis en place la possibilité d'être rémunérés contre le test de médicaments. En France, c'est limité à 4 500 € par an et on ne peut pas faire plusieurs tests en même temps pour éviter de mélanger des molécules et d'obtenir des résultats qui seraient erronés. Alors, ils se sont aperçus que certains sont vulnérables. Les étudiants, on a des êtres humains en précarité due à l'inflation, à la récession, à la perte d'emploi et bien d'autres choses. Et ils leur proposent ces tests-là, ils voudraient assouplir la loi. Ils se sont aussi aperçus qu'il y avait un pan de la société qui ne participait pas à ces essais parce qu'ils ne savaient pas vraiment quel est leur bénéfice et les risques qui seraient encourus par tous ces tests. Ce sont les gens qui sont nés avec des anomalies, des problèmes de santé, et qui ne savent pas forcément, voyez-vous, dire ce qui est bon ou mauvais pour eux. On les retrouve sur curatelle, sous tutelle, avec des suivis médicaux, et ces personnes-là sont donc des handicapés dans la société, et alors il a été décidé de voir pourquoi pas si on pouvait mettre par la loi un statut de confiance, désigner quelqu'un qui prend les décisions à notre place pour notre bien-être, et derrière qui pourrait aussi nous inscrire pour une personne handicapée dans, voyez-vous, les tests médicaux, afin de voir si un médicament peut être mis sur le marché. Et pour le moment, il n'y a pas assez de gens qui pourraient participer à ça ou qui auraient des proches vendus au point de, voyez-vous, les mettre en expérimentateurs. Alors, on a vu qu'il y a des sous-traitants. Comme il y a du commerce à faire et qu'il y a du biz-biz, eh bien, il y a des gros, en fait, c'est des contract research organisations, donc des recherches organisées sous contrat, à l'étranger, dans des pays où des fois c'est peu alphabétisé, malheureusement, hein, c'est pas un reproche, mais c'est pour dire que les personnes sur place n'ont jamais entendu des textes de loi qui pourraient les défendre, euh, ne comprennent pas ce que sont les effets secondaires de médicaments et ce qu'ils pourraient encourir, et acceptent bien de ratifier, de signer contre un peu de l'OV, un peu de billets, de faire des tests. Donc ils décident bien de rejoindre ces contrats, hein, ils les acceptent pour voir si un médicament peut être mis sur le marché par la suite. Et après on s'est remis aux États-Unis avec des molécules qui avaient été autorisées, le Prozac et il y avait d'autres traitements comme ça, avec l'affaire Eli Lilly. Vous en avez certainement entendu parler puisque George Bush y était mêlé et qu'on a eu aussi un scandale après des psychotropes aux États-Unis. À partir de là, on s'est aperçu que les médecins n'étaient plus dans le traitement de médecins et patients, établissant un lien humain et exerçant un métier tout à fait noble. Non, maintenant c'est commerçant, client. La personne rentre, elle va décrire ses problèmes, hop, ça va balayer un peu comme une sorte d'intelligence artificielle par son algorithme.
à peu près dans quelle case on pourrait mettre la personne, et lui dire, tiens, j'en ai tiré l'ordonnance qui suit. Tu iras prendre ton médicament et tu seras soigné. Et on s'est aperçu que bah, vous, comme moi, comme bien d'autres, on a, au cours de notre vie, eu des moments de haut, de bas, difficiles, des fois même peut-être de dépression ou non, tout dépend du caractère que l'on peut avoir, et de l'entourage aussi, hein, qui nous apporte son lot de bénéfices ou au contraire peut nous enfoncer. Donc c'est un tout. Et on n'a pas forcément besoin d'être mis sous médicamentation quand il y a un passage difficile. Mais il y a eu maintenant la facilité des professionnels de santé, des médecins, des psychiatres, psychologues, de dire allez ça va pas, tu prendrais notre consultation et on te mettra sous médicamentation. Et alors on a vu Lily entraînée dans le scandale des psychotropes, des gens qui est arrivé avec quelques complications mais qui en repartent avec des difficultés plus qu'agrandies. Addicts à des drogues, en train de se shooter aux médicaments, ils ne sont même plus dans leurs conditions mêmes, devenus zombies dans les villes, et on les voit déferler hein, par paquets, notamment aux États-Unis. Et en France, ça commence à prendre le pas. Maintenant, on arrivait à la page numéro 23, où on voyait quand même en France des groupes interassociatifs qui se sont constitués, comme le TRT5, qui ont développé une expertise citoyenne obligeant parfois les industriels à changer la méthodologie de leurs essais, remettant en cause l'usage du placebo dans certaines expérimentations, obligeant surtout les industriels à gérer l'après-essai en procurant par exemple la nouvelle molécule à ceux qui avaient participé aux recherches. Alors, deux choses là-dedans. L'effet placebo, c'est tout simplement comme de l'homéopathie. L'homéopathie, on dit souvent que c'est de l'eau mélangée avec du sucre, avec quelques arômes, pourquoi pas. Vous le prenez, le cerveau, il est miraculeux, on n'explique pas comment il fait ça, mais il envoie des signaux au reste du corps qui vont régénérer certaines parties de molécules, de cellules et d'autres choses encore qui étaient impactées. Et qui entraînaient derrière des maladies, des troubles, des symptômes, et tout ça est soigné par l'effet placebo. Encore une fois, on ne se l'explique pas, le cerveau est miraculeux. Et puis après, il y a les autres choses. Donc, dans une expérimentation, pour passer la phase 2 et la phase 3, il faut plusieurs groupes humains. Un groupe humain qui va recevoir le médicament qui est en phase d'essai, un autre qui va avoir le placebo, donc un faux médicament, et des fois on a même un troisième groupe acteur où on utilise un médicament déjà sur le marché et voir si on obtient les mêmes taux de réussite dans 1, 2 et 3, et si on a des effets néfastes dans 1, 2 ou 3. D'accord? Et on compare. Et à partir de là, on peut passer aux phases suivantes et enfin la finale. Eux décident, le TRT5, un groupe français, eh bien, de forcer les industriels de ces médicaments à mettre en place une phase 4. C'est-à-dire phase 1, il me semble, c'est les animaux, phase 2, c'est quelques milliers d'humains, phase 3, c'est des centaines, voire des dizaines de milliers d'humains, et la phase 4, ça serait après l'autorisation de mise sur le marché du médicament, que là, les gens pourraient remonter par Internet ou par leur pharmacien ou encore par leur médecin traitant les effets secondaires. C'est ça qui est expliqué. D'une certaine façon, nous avons assisté à une histoire similaire avec le Téléthon. L'association française des myopathes ayant de l'argent, beaucoup d'argent, a pu orienter les recherches, lancer des essais. Et de ce fait, imposer la démocratie. Chaque fois que les industriels ont trouvé face à eux un autre acteur, ils ont dû composer, s'adapter, baisser leur prix pour le plus grand bienfait de la santé publique. Aujourd'hui, il y a des représentants d'usagers dans les comités de protection des personnes, mais ces derniers sont minoritaires et, comme par hasard, ils ne sont pas dédommagés de leurs frais. Dernière illustration avec les essais dits de phase 4. Ces essais visent à évaluer des médicaments après les autorisations de mise sur le marché. Tel médicament a été testé, évalué sur des petits groupes de malades, pour ensuite être commercialisé dans la population. Mais qui prend le relais ensuite, en réalité? C'est la question qui est posée. Comment cela se passe-t-il sur des milliers, voire des millions de patients? Une fois qu'on a autorisé, que se passe-t-il? Le suivi. Et c'est là où on a vu qu'on a quand même une avancée avec l'Internet, le fait de pouvoir communiquer ses symptômes, et à partir de là, remonter, je crois que c'est dans le Vidal, un truc comme ça, où vous savez dans les notices là, des médicaments,
tel effet secondaire, avec la probabilité, maintenant ils mettent, c'est quand même une très très grande avancée dans ça. Ensuite, on va aller au deuxième chapitre, privatiser et délocaliser les essais cliniques. Et à la page numéro 29, on voit qu'en 1954, les Américains furent des millions à accepter que leur enfant se transforme en cobaye pour que Jonas Salk puisse tester son vaccin contre la poliomyélite. Poliomyélite. Dès que les résultats de très nombreux essais furent obtenus, toutes les radios claironnèrent la nouvelle. On fit sonner les cloches des églises. Les conducteurs descendirent de leur voiture pour crier de joie dans la rue. Mais peu après, le vaccin, rapidement homologué, infecta 220 enfants et la confiance des Américains dans l'expérimentation clinique commença à décliner. Là où les Américains étaient les premiers acteurs même à faire tester leurs mômes, parce qu'ils avaient une totale confiance dans la science, dans ce nouveau dogme qui s'impose, ils ont vu après la vaccination 220 enfants infectés, et là, il s'en est suivi après des révélations concernant des essais contraires à l'éthique. Ce fut au début des années 70, avec l'étude Tuskegee sur la syphilis parrainée par les services de santé publique des États-Unis, que l'on toucha le fond et la désillusion se transforma en dégoût. On rappelle l'affaire de Tuskegee, c'est tout simplement du racisme dans l'expérience, voir un groupe de Noirs et leur injecter la syphilis alors qu'ils n'étaient pas malades, pour faire des tests sur eux. Au même moment où en Amérique, il était aussi question de tester des produits sur des prisonniers. Ça, j'en avais parlé, et c'est d'ailleurs un de ces livres, ce livre-là et d'autres, dont je me suis inspiré, voire que j'ai recopié pour la guerre ouverte contre les peuples et nom de code Nouvel Ordre Mondial. Comme quoi, loin du wiki. Aujourd'hui, bien que les Américains achètent en moyenne les produits d'une dizaine d'ordonnances par an, moins de 5% d'entre eux acceptent de prendre part aux essais cliniques. Moins de 4% des patients atteints d'un cancer, qui généralement ont le plus à gagner de nouveaux traitements, se portent volontaires pour subir des essais de médicaments expérimentaux, un taux que les analystes du secteur considèrent comme ridiculement bas. Des gens atteints de cancer refusent de tester les molécules, ils préfèrent mourir naturellement. Ça peut être par la religion, par la peur d'avoir des effets qui viendraient les assommer et qui ne pourraient même plus être présents dans leurs dernières années. Pour d'autres, ils se disent qu'il y aura un jour ou l'autre un progrès qui seront soignés, donc on peut comprendre. Moi, en tant qu'humain, je peux comprendre les refus. De nombreuses personnes atteintes d'un cancer ne souhaitent tout simplement pas quitter leur domicile aussi pour se rendre dans un centre médical pendant la période parfois longue de plusieurs semaines des essais. À noter le périodique SCRIP. D'autres, notamment les patients plus âgés, ont le sentiment que le cancer est peut-être le signe qu'ils ont vécu suffisamment longtemps. Fin de citation. Même les essais de médicaments qui, comme l'Herceptin, le traitement du cancer du sein de Genentech, s'avéreront efficaces, ont failli être abandonnés faute de sujets acceptant de s'y soumettre. Je cite, « Chaque année, des dizaines de millions de femmes meurent d'un cancer du sein, et ils n'ont pas réussi à trouver 100 patientes pour réaliser les essais. » Fin de citation, se souvient avec amertume Denis Desrosiers, un responsable de recherche clinique. Dans le cadre du premier essai comparatif avec placebo aléatoire et à double aveugle, certaines patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique, il y a certains mots des fois que j'ai pas l'habitude, ont été perfusées avec de l'Herceptin pendant 90 minutes. D'autres, également malades, ont été perfusées pendant 90 minutes avec une substance inerte. Puis, les chercheurs ont observé lequel des deux groupes développait la maladie le plus rapidement. Il est difficile d'imaginer une participation moins motivante. 1 an plus tard, le nombre de volontaires était encore insuffisant. Pour encourager davantage de patientes à subir l'essai, le CRO, dont on a parlé tout à l'heure, Contract Research Organization, qui réalisait l'essai de l'Herceptin, abandonna le groupe témoin. Même si tout le monde savait que l'Herceptin pouvait être pire qu'un placebo, les inscriptions grimpèrent en flèche et atteignirent un taux 5 fois supérieur aux chiffres initiaux. Je cite. Les patientes étaient en outre plus enclines à se rendre chaque semaine à la clinique pour y subir l'essai. Fin de citation, exulta le CRO sur son site web. Alors après, à la page numéro 32, on a la privatisation. La médecine occidentale repose sur l'expérimentation humaine et animale
depuis ses origines. C'est notamment en disséquant les corps de criminels et de personnes démunies que les médecins grecs ont découvert le système nerveux en 300 avant Jésus-Christ. Mais il a fallu attendre les années 1940 et l'émergence d'un plan expérimental rigoureux appelé essai comparatif, codifié en 1962 dans le droit américain pour que la chasse mondiale aux cobayes commence véritablement. Au terme d'une brève période pendant laquelle on testa des médicaments expérimentaux sur la population carcérale américaine, pratique interrompue dans les années 70 lorsque la surveillance éthique des essais fut renforcée, la plupart des laboratoires pharmaceutiques conclurent des partenariats avec des hôpitaux universitaires et des professeurs de médecine. On a vraiment l'impression de revivre la période, et c'est pas un point Godwin, mais de 39-45. Là, après les années 45, jusque dans les années 70, les Américains prennent leurs prisonniers pour cobayes. Donc ceux qui sont privés de liberté d'aller et de venir, puisqu'ils ont fait des crimes ou des délinquances, ce qui est entendable sur ça, se retrouvent par contre victimes de la science. On traite sur eux des produits puisqu'ils sont considérés comme objets ou comme un animal. C'est la même chose. Et alors après, ils dirigent leur expérience où? Eh bien vers les hôpitaux universitaires. Encore une fois, on retrouve un point de comparaison. Alors, hop, on nous dit que les médecins des hôpitaux universitaires étaient les meilleurs spécialistes dont pouvaient rêver les laboratoires. Au-dessus de tout soupçon en matière d'éthique, ils avaient les patients à portée de main, disposaient du savoir-faire indispensable pour élaborer et conduire scientifiquement des essais de qualité et bénéficiaient d'une indépendance suffisamment reconnue pour donner du poids et de la crédibilité à leurs résultats. Mais dans les années 1980 et 1990, le marché des produits pharmaceutiques explose. En 1989, par exemple, les laboratoires envisagent de mettre 3 fois plus de médicaments sur le marché qu'ils ne le faisaient en 1970. Impatients, les fabricants de médicaments se lasent de leurs pesants partenaires académiques. Je cite. Les laboratoires pharmaceutiques ne sont guère satisfaits des centres médicaux universitaires. Fin de citation, note Thomas Bondemer de l'Université de Californie dans un article important publié en 2000 dans le New England Journal of Medicine. Et je cite. Examen poussif des propositions en provenance des industriels, report répété du début des essais, fin de citation, les hôpitaux universitaires, je recite, ont mauvaise réputation, fin de citation, selon Greg Fromel, qui travaille au sein d'une société spécialisée dans la conduite d'essais cliniques, d'essais de médicaments, pour le compte des fabricants. Ils, je cite, promettent trop de choses et n'obtiennent pas assez de résultats, fin de citation. À la fin des années 90, les subventions accordées aux centres médicaux universitaires par les fabricants de produits pharmaceutiques se sont considérablement taries, le secteur préférant se tourner vers un nouveau type d'entrepreneur, plus rapide et plus agressif. Les nouvelles équipes, telles que Quintiles Transnational of Governance, choisissent, je cite, Contract Research Organisation, CRO, comme dénomination générique. En échange d'une commission, ils se chargent de projets d'essais cliniques pour le compte d'un laboratoire pharmaceutique et fournissent en un temps record des patients, des investigateurs et, le plus important, des résultats. Je cite, chez Quintiles, indique le site web de la société, nous savons que le plus important, ce sont les résultats. C'est ce que vous voulez. Et c'est précisément ce que vous obtiendrez dans les délais et parfois avant même la date limite, fin de citation. Certains CRO insèrent les résultats de leur essai dans les demandes déposées auprès de la Food Drugs Administration et les incluent dans les articles prestigieux rédigés pour leurs clients. Dans un premier temps, les CRO parvinrent à leur fin et en puisant dans une masse de sujets potentiels que personne n'avait encore mis à contribution, c'est les millions de patients traités dans les cliniques et les cabinets par les médecins privés. Puis, ils commencèrent peu à peu à porter leur regard au-delà des frontières des États-Unis. Après tout, la Food Drugs Administration autorisait depuis longtemps les essais cliniques conduits à l'extérieur des États-Unis. En 1987, la FDA accepta même une demande concernant un nouveau médicament pour lequel l'ensemble des essais avaient été effectués à l'étranger. Ça y est, on s'assoit sur l'éthique, plus besoin de faire les essais en Amérique, on prend le regard à l'extérieur, mais par contre les bénéfices resteront, voyez-vous, dans nos frontières américaines.
À l'époque, comme les universitaires considéraient que les données recueillies dans les pays en développement n'étaient pas fiables, il n'y eut pas de ruée vers les pays étrangers. Les Crocs, en revanche, avaient un point de vue totalement différent. Voilà qu'on rentre dans la délocalisation. De la même façon que les constructeurs automobiles et les industriels du vêtement avaient fui la rigueur des dispositions occidentales relatives au travail et à l'environnement, les fabricants de produits pharmaceutiques et les CRO franchirent la frontière américaine. Là où en Occident, on arrive à mettre la pression sur les patrons, sur les cartels, les entreprises, pour faire valoir le droit et la dignité humaine, eh bien, des acteurs, les mêmes peut-être des fois, se sont dit très bien. Ici, il y a trop de revendications. Allons dans les pays qui ne sont pas encore assez alphabétisés, qui ne comprennent pas que, en tant qu'être humain, ils ont des revendications à avoir, et on pourra les mettre en esclaves au travail, donc dans les constructeurs d'automobiles et d'autres industries encore, hein, le textile et tout ce que l'on veut. On pourra également, pour d'autres, les forcer à la prostitution, pour alimenter les réseaux de la pornographie qui représentent des milliards d'euros. Il y en a certains qui vont même les amener après pour être prostitués en Belgique, aux Pays-Bas, où vous voulez. Et on retrouve après donc, les acteurs de la santé qui, eux, en font de même. Ils se disent, attends, là, il y a trop de règles, des limites qui nous sont imposées. Nous, on a besoin d'avoir de la chair fraîche à expérimenter, sur lesquelles on peut injecter des produits. Quelque part, on en revient un peu dans la folie de l'unité 731. Dont je vous ai déjà parlé, des essais, ils trouvent par exemple des choses sur l'anthrax, ils ne seront jamais inquiétés, même de la Cour pénale internationale, de tout ce que l'on veut. Non, 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 pas de problème pour eux. Du moment qu'ils envoient leur essai en Amérique. Et que ça atterrisse, là, pour l'unité 731, on l'avait dit, au fort d'Étric. Et je vous avais après expliqué pourquoi il y avait eu du bioterrorisme interne pour développer des vaccins, des médicaments, et finalement, manne financière. Et un titre honorifique reconnu comme l'un des meilleurs scientifiques ou je ne sais quoi. Et après, quand quelqu'un sort un médicament, un traitement, il obtient plus de finances, de subventions, et donc des équipes qui s'agrandissent et des essais, excusez-moi, pas des échecs, des essais qui vont aller plus loin. Je pensais à échec parce que dans ma tête, je me remémore Utopia et Janus, présentés pour soigner, mais double face pour t'amoindrir la santé, vous voyez. Le double serpent quelque part qui ramène à Pergame. Il te soigne, mais dans la médicamentation, comme rien n'est sûr puisque c'est de la science humaine, il en résulte des effets secondaires. Et en plus, il t'annonce des effets secondaires pour un médicament pris isolément. Si maintenant il commence à te faire un cocktail, tac, 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 ne serait-ce que le mélange de 3 molécules, c'est quoi tout ça, le cocktail chimique dans ton corps? Et l'effet secondaire qui était isolé pour un... Quand on le mélange avec 2 autres molécules, il se passe quoi sur le moyen et long terme? Et donc tu seras peut-être impacté sur un autre organe ou même sur le cerveau par exemple, et dépendant de nouveau de traitements. Oui. Je dis pas que la médicamentation est mauvaise. Hein. Il y en a des fois, ils développent, je sais pas, une infection, il est bon d'avoir des antibiotiques. Il y en a d'autres, ils vont avoir besoin d'une chirurgie. Et pour accepter l'implant ou bien d'autres choses, eh bien, il leur faut des médicaments pour que le corps ne soit pas dans le rejet, avec les anticorps, etc., vienne à combattre, puisqu'ils le considèrent comme étranger. Mais en revanche, je trouve qu'il y a beaucoup d'abus. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui sont mis sur le marché qui ont remplacé des choses peut-être naturelles, où le corps pouvait lui-même se soigner. Vous voyez, il y a des questionnements à avoir. Et donc là, on est sur la délocalisation des choses. Maintenant, les fabricants de produits pharmaceutiques et les Crocs franchirent donc la frontière américaine. Bien que les sociétés ne soient pas tenues de parvenir, voyez-vous, à ces éléments-là, ils sont non plus, voyez-vous, non pas dans l'obligation, excusez-moi, de prévenir la Food Drugs Administration avant de tester leurs médicaments sur des patients non américains et que la Food Drugs Administration ne classe pas les recherches par pays avant d'approuver les nouveaux médicaments. Il est évident que les distances entre les continents ont été quasiment abolies. Selon le bureau de l'inspecteur général du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, entre 1990 et 1999, le nombre d'investigateurs étrangers qui ont déposé des dossiers auprès de la Food Drugs Administration a été multiplié par 16. Selon une estimation de la FDA, en 2004, pour obtenir l'homologation... Mince, j'y arrivais.
Deuxième mot aujourd'hui que je mâche, l'homologation de leurs nouveaux produits. Les fabricants lançaient chaque année plus de 1600 nouveaux essais cliniques dans des pays étrangers. La destination la plus prisée, eh bien, n'est pas en Europe occidentale, ni au Japon. Elle est plutôt en Europe de l'Est et même en Amérique latine. On retrouve par exemple parmi les destinations prisées la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et d'autres pays d'Asie et d'Afrique. Entre 2001 et 2003, le nombre d'essais cliniques conduits aux États-Unis et le nombre d'investigateurs chargés d'en assurer la réalisation a chuté. Alors que la part d'Américains a baissé de 11%, celle des étrangers a augmenté de 8%. On retrouve GlaxoSmithKline, Waits et d'autres géants de l'industrie pharmaceutique qui avaient prévu qu'en 2006, au moins la moitié de leurs essais seraient conduits à l'étranger. Fuyant les centres d'essais cliniques et désaffectés des pays occidentaux, les laboratoires pharmaceutiques ont fait fortune à l'étranger. Les malades sont nombreux et les coûts sont faibles. En Inde, je cite, sans même parler du coût réduit des essais réalisés sur place, se réjouit l'auteur d'un communiqué de presse de Pfizer. Je continue de le citer. Le fait qu'il y ait 1 milliard d'habitants signifie que nous ne sommes jamais à court de sujets potentiels. Fin de citation. En Afrique du Sud, un CRO important a noté sur son site web que les patients présentaient, je cite, une prévalence extrêmement élevée du VIH, SIDA et d'autres pathologies graves telles que les affections cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, les maladies mentales et le cancer. Fin de citation. Ces cartels pharmaceutiques ont donc, dans ces pays surpeuplés, un intérêt financier et sont contents qu'il y ait beaucoup de malades. Favorise-t-il ou non d'ailleurs l'expansion de maladies, VIH, SIDA et de d'autres choses, de drames? On ne sait pas, on peut se questionner. N'y a-t-il pas une corrélation, peut-être, sans forcément que ce soit voulu en arrière-plan par une caste, voyez-vous, privilégiée qui sélectionnerait tout l'agenda, mais n'y a-t-il pas une corrélation avec l'exploitation des humains dans les usines où on les met au contact de produits chimiques, des fois sans protection au travail, voyez, sans, je ne sais plus comment on appelle ça là. En France, on a protection industrielle, enfin il y a un truc spécial, vous voyez, un équipement, si vous préférez, qui est adéquat, et bien dans certains pays, ils s'en foutent. À main nue, en train de chaque jour, voyez-vous, prendre des produits qui ont baigné dans des choses chimiques, ou à respirer, voyez-vous, des vapeurs pareilles de produits qui vont leur impacter eh bien, la respiration, ou encore le mental, ou je ne sais quoi. Donc on peut se poser la question, n'a-t-il pas un double intérêt pour ces gens-là à ce que les entreprises délocalisent leur production à l'étranger, à ce que les conditions du travail ne soient jamais réclamées de sorte qu'il y ait une hiérarchie de bourreaux et qu'il y ait un gouffre après avec ceux qui subissent, et que ces gens aux faibles revenus, dans une condition médiocre, s'abîmant la santé, et donc par l'épigénétique, transmettant les tares à leur enfant, ne deviendrait-il pas à ce moment-là, voyez-vous, cette manne financière et en même temps ce cheptel humain sur lequel ils peuvent faire toute leur expérience? J'interroge. Et comme il n'y a pas assez de testeurs en Occident, n'ont-ils pas favorisé aussi, comme on l'avait vu avec le livre sur l'agriculture, ou encore quand on a parlé du Mercosur, l'intérêt à ce qu'il y ait de la merde dans notre assiette pour que l'on soit impacté et que de nouveau il y ait un relent pour être des testeurs. Et à ce moment-là, remettre des médicaments, peut-être même en créer d'autres contre l'obésité, contre ça, des maladies qui n'étaient pas forcément prégnantes, mais qui le deviennent par rapport à bien des conditions qui sont créées. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est une caste en arrière-plan, on va dire une centaine de personnes qui auraient dit hey, « Tiens, moi je prends le groupe agroalimentaire, moi je prends le secteur de l'automobile, moi je prends ce secteur-là, du textile, moi je prends le secteur de la santé, et on va s'organiser. » C'est pas ce que je dis. Mais c'est qu'au fur et à mesure du désintérêt de l'humain pour sa condition et sa vie, eh bien, il en vient une détérioration de la société globale et des acteurs qui en profitent et tirent à la baisse bien des choses. Dans la santé, fuyant les centres d'essais cliniques désaffectés, des pays comme on l'a vu, ils se réjouissent qu'en Inde, eh bien, il y a un potentiel humain. En Afrique du Sud, un gros important a noté donc, sur son site web qu'il était, en tout cas, content de présenter voilà, une prévalence extrême élevée du VIH, SIDA et d'autres pathologies en grande telles les affections cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, les maladies mentales et le cancer.
On va aller un peu plus loin, page numéro, hop là, que j'avance pas trop vite non plus. 37, on a en 2003 Pfizer qui révéla ses projets de création en Inde d'un centre d'essai mondial. L'Inde, elle a subi, mais gravement. Elle subit déjà les massacres entre populations, elle subit un manque d'hygiène, c'est pas pour dire c'est des inférieurs, non, non, mais elle subit en tout cas un manque d'infrastructures et de financement, et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il y a une surpopulation, il y a une exploitation des humains, comme on l'a vu pour les industries, et même plus récemment, pour les GPA, gestation pour autrui, dont on parlera bien plus tard dans les émissions. C'est dingue. Et là, on voit que Pfizer, tout content, dit qu'ils vont faire un CRO, donc on l'a vu, c'est des contrats pour organiser les recherches. Et on retrouve également GlaxoSmithKline, AstraZeneca, qui lui emboîte le pas dans le pays et qui a envoyé des équipes établir de nouveaux bureaux et cliniques sur le continent affaibli par la pauvreté. GlaxoSmithKline souhaitait délocaliser 30% de son activité phénoménale dans le domaine des essais cliniques dans des pays à bas coût, tels que l'Inde et la Pologne, déclarait son dirigeant en 2004, et réalisait ainsi une économie de plus de 200 millions de dollars par an. Sur leur talon suivit une armée de crocs, dont un tiers s'installèrent dans des pays étrangers entre 2000 et 2002. Alors que son siège social est en Californie du Nord, Quintiles a essaimé de nouveaux bureaux et cliniques dans un grand nombre de pays du tiers-monde, notamment au Chili, au Mexique, au Brésil, en Bulgarie, en Estonie, en Roumanie, en Croatie, en Lettonie, en Afrique du Sud, en Inde, ça ne s'arrête pas, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande. Les nouvelles équipes, comme Nieman Medical International, annonçaient, je cite, « un large accès à des populations de patients qui n'ont jamais été touchés. En Amérique latine, en Asie, je cite, « skier où il y a de la neige », fin de citation, conseillait l'une des publicités de Nieman. Et, je cite à nouveau, « conduisez vos essais cliniques où il y a des malades », fin de citation. Alors après, on peut voir deux choses dans ça. Et l'idée que dans ces régions du monde, il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui meurent précocement, qui ont des problèmes de santé et qui ne sont pas du tout pris en charge par des médecins, et peut-être dû à une science détériorée ou manquant peut-être de professionnels. Et alors on pourrait se dire, les Occidentaux viennent aussi soigner. Ça peut être le cas. Il ne faut pas voir que le mauvais côté. Il y en a qui sont engagés dans ces essais cliniques, dans ces exportations, voyez-vous, de soins, aussi dans une belle vision. Il n'y a pas que des gens pourris sur Terre. Il ne faut pas non plus se gargariser d'une maîtrise du sujet en disant ils sont tous pourris, ils sont organisés, et en fait, il n'y a que des victimes d'un côté et les bourreaux de l'autre. Non, pas vraiment. C'est plus compliqué que ça, encore une fois, la vie. Donc après... Les congrès et conférences sont largement consacrés à la promotion de la délocalisation, et la presse spécialisée administre régulièrement des conseils et des infos encourageants, comme en témoignent ces quelques titres. Donc des titres, on les retrouve, je cite, « Essais cliniques couronnés de succès en Pologne » ou encore « Organiser de vastes essais cliniques aléatoires en Chine, opportunités et défis ». Essais cliniques en Amérique latine, relever le défi peut réduire le temps de mise sur le marché. Découvrir la Russie en y conduisant des essais cliniques. On retrouve aussi les essais cliniques en Inde peuvent rapporter 1 milliard de dollars. Comme le déclare Karel Isselmoden, bioéthicien sud-africain, les pays en développement sont devenus un grand laboratoire mondial. Fin de citation. Alors on en arrive au colonialisme et au paludisme. Si les patients consentent à subir ces essais, si aucun d'entre eux n'est affecté, et si certains y trouvent même un léger réconfort, est-il si aberrant que des fabricants de produits pharmaceutiques ou des chercheurs tirent profit de l'énorme fossé en termes d'accès aux soins médicaux qui sépare l'Occident du tiers-monde? C'est ce que je vous disais. La question est là. Est-ce que on ne peut pas se dire aussi qu'il y a des choses bénéfiques à porter, malgré que ceux à la tête et les actionnaires, eux, sont là pour les milliards et les milliards, eh bien, les acteurs, en revanche, qui participent aux essais, qui font avancer la science, sont peut-être là, eux, pour soigner, être dans la vertu, apporter aux gens du réconfort là où il n'y en avait pas, puisque le tiers-monde manque de professionnels. Et on a une réponse, non.
répond Malcolm Potts, chercheur. En février 2000, un de ses articles préconisait de débarrasser les citoyens des pays en développement de leur protection sanitaire afin de permettre aux investigateurs des essais cliniques d'obtenir leurs résultats plus rapidement. Ce raisonnement repose en partie sur un fatalisme classique mais sélectif. Je cite : « Le monde dans lequel nous vivons est extrêmement douloureux. » Fin de citation, notait-il. En d'autres termes, le mauvais état de santé du tiers-monde que la science occidentale a aujourd'hui intérêt à exploiter est peut-être quelque chose de triste, mais il est aussi irréversible qu'un coucher de soleil. Et pourtant, il est certainement le produit de quelques siècles d'histoire politique et économique. Après, il y en a certains qui vont y voir... Attends, une petite gorgée. Après une demi-heure à vous lire ça. Il y en a certains qui vont dire il faut laisser la nature faire. Il y avait une sélection naturelle, ils croient en Darwin, ou d'autres encore au lamarckisme, une adaptabilité à l'environnement, et toutes ces personnes qui sont faibles, certaines viendront à disparaître, mais d'autres à se renforcer. Et donc, il faut cesser de toujours lutter contre les maladies, les virus et d'autres choses, et au contraire, les laisser se répandre, pour que l'humain devienne plus fort, plus structuré. Et il y a le modèle naturel et il y a le modèle, on va dire, scientifique, artificiel. L'un veut combattre l'autre, mais l'autre prend toujours le pas. Et en fait, il faut à chaque fois une sorte de réadaptabilité, vous voyez, comme on avait dit. Modifier un petit insecte dans l'environnement ou modifier l'homme, eh bien, ça revient au même. L'un impactera l'autre ou l'autre impactera le premier. Alors après, on retrouve en d'autres termes le mauvais état de santé du tiers-monde que la science occidentale a aujourd'hui intérêt à exploiter est quelque chose de triste, mais comme il dit, on peut y remédier. Il y a à peine quelques centaines d'années, les Occidentaux étaient plutôt mal en point. L'espérance de vie tournait en moyenne autour de 25 ans. En colportant les maladies du vieux continent dans le Nouveau Monde, en y introduisant les facteurs pathogènes importés d'Afrique par les esclaves, les colonisateurs de l'Ouest américain ont vaincu près de 90% des populations autochtones. En déboisant les forêts, en capturant les indigènes, en provoquant des guerres et en répandant des flots de réfugiés en Asie et en Afrique, les colonisateurs occidentaux ont contribué à la propagation et au renforcement des maladies telles que le Kala-Azar, la schistosomiase, le choléra et la maladie du sommeil. Vous avez vu, je connaissais le choléra, la maladie du sommeil et les deux autres. Beaucoup moins, même pas du tout pour être honnête. En revanche, on voit que c'est une bonne suite dans mes émissions, puisque on avait abordé la modification de l'environnement, de l'homme, et là on voit quoi ? Que la déforestation, les mouvements de population, et même le fait que les indigènes par exemple aient été chassés, les guerres et bien d'autres choses qui se sont déclarées par la suite, ont favorisé la propagation et l'émergence de maladies. Donc, en enlevant certaines espèces de la nature, en cassant la biodiversité, en déforestant, et bien d'autres choses encore, en faisant de la déforestation si vous préférez, eh bien on en est venu à bitumer, à avoir des zones arides, à regrouper beaucoup d'humains sur un même lieu, même trop des fois, à faire des élevages comme on l'a vu dans l'agriculture, où ils ne voient plus le jour, les animaux, et tombent plus facilement malades, et ont besoin d'antibiotiques, ils sont boostés à ça, nourris avec des gélules, et plus rien de naturel. On leur fait des recettes élaborées pour qu'ils croissent au plus vite, qu'ils soient dans un bon rendement. Et bien tout ça a conduit à une expansion des maladies, aussi par les voyages, comme on le voit en bateau, en avion, ce que vous voulez d'un pays à un autre, on a fait cesser les frontières quelque part, et bien à la transmission de maladies et à la nécessité du coup que l'homme intervienne. Donc c'est l'homme qui crée tout ça, favorise en tout cas, et on attend de l'homme qu'il vienne soigner. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut s'en remettre à ce sorte de sceptre avec les deux serpents. Et pourquoi ce symbole des deux serpents ? Pergame, pourquoi Pergame ? Pourquoi celui qui était là-bas, déclaré comme l'un des meilleurs médecins au monde de son époque, qui a révolutionné les choses, qui se retrouve nommé par Hippocrate dans son serment ? Pourquoi ? Très important. À nouveau, ce symbole du serpent. Donc, qui agit sur la santé. Et qu'est-ce qui est plus important pour un humain ? C'est sa santé. La richesse, c'est bien, mais ce n'est rien. Avoir une habitation, c'est cool, mais c'est pas ça, encore une fois, qui te réalisera et que tu pourras être toi-même. C'est ta santé. Et donc, le serpent, quelque part, quand il a tenté Ève, il l'a fait par la pomme, par l'alimentation, l'extérieur qui rentre à l'intérieur. Encore une fois, une question d'alimentation, de santé.
Il y a deux choses qui rentrent à l'intérieur d'un homme, son alimentation et l'intellectuel, vous voyez, le côté de la parole qui est porté, la connaissance. Et dans le message de l'Éden et du serpent qui tente, il y a cette double correspondance. L'alimentation qui rentre en un fruit et la connaissance en un autre fruit et autre chose qui rentre dans la tête ou dans la biologie. Quoi qu'il en soit, les deux sont impactés. Et je vous ramènerai après plus loin à ce que je pense, mais qui n'est pas sourcé en revanche, sur les démons qui n'existent pas, les djinns non plus qui n'existent pas. En fait, ce sont des concepts pour dire que ce sont les paroles d'un homme qui sont dans la tête d'un autre, et qui l'influencent et qui le portent des fois à la folie. Mais tout est question de parole dans cette dimension-là. Pour revenir sur l'autre et sur l'alimentation et bien d'autres choses, eh bien, quand on modifie l'environnement, on modifie celui qui vit dedans. Et inversement, quand on modifie celui qui vit dedans, eh bien, on vient altérer ce qu'il nourrissait et ce qui lui permettait de se déplacer. Du Brésil, on rapporta l'ipecancuna émétique, et à partir de l'écorce d'un arbre péruvien, on concocta le premier médicament spécifiquement efficace, la quinine, avec laquelle on soigna le paludisme. Sans elle, les Britanniques et les Français auraient été incapables de coloniser l'Afrique, continent du paludisme. Alors que les populations autochtones survivaient à la maladie, celle-ci tint les Européens en respect plus efficacement que ne l'aurait fait la plus hardie des armées. Ce qui repoussait les Européens à l'époque, donc, comme quoi il y avait une sorte de barrière naturelle, c'était la maladie. Les Africains étaient pour la plupart immunisés contre elle. Les Européens ne la connaissant pas, n'ayant pas côtoyé, voyez-vous, ce problème-là, dès qu'ils s'y rendaient, ils tombaient malades, ils crevaient. Donc même la plus forte armée, eh bien les Occidentaux, nous, on sera arrivés, c'est pas grave, on va revenir avec des armées plus fortes, on va développer des armes plus puissantes, des outils qui permettront de les atteindre. Mais en revanche, il y a quelque chose sur lequel on était faible, c'était la maladie. Après, ils ont trouvé un soin. Mais comme quoi, la nature était bien faite. Une sorte d'évitement de ce métissage. Chacun chez soi et les moutons sont bien gardés. Après, enrichis grâce à leur conquête, les puissances occidentales intensifièrent leur consommation de fer, de bois et de charbon et façonnèrent des instruments destinés à rationaliser les pratiques médicales hétéroclites et à révolutionner la santé. Au milieu des années 1860, les microscopes, excusez-moi, j'étais sur le microcosme de ces élites, les microscopes permirent au savant français Louis Pasteur d'établir un lien entre la prolifération des micro-organismes et les premiers signes des maladies, une découverte que les services sociaux reprirent à leur compte grâce à de vastes campagnes visant à lutter contre les microbes. Avant le début du XXe siècle, la plupart des Européens vivaient dans la misère noire, buvaient de l'eau contaminée, étaient soignés par des médecins et des chirurgiens sanguinaires et leur espérance de vie dépassait à peine 30 ans. C'est d'ailleurs pour ça que l'Église à l'époque, nous en Europe, on avait l'hygiène qui était répandue. En fait, on avait même des bains communs. Mais l'Église, à un moment, elle les fit interdire parce qu'elle comprit qu'il y avait une transmission par l'eau, puisqu'il lui faut quand même un traitement, de maladies, de problèmes de santé. Donc elle a fait cesser ça. Contrairement à certains Africains du Nord qui diraient qu'on était des crasseux, qu'avant le papier toilette, on ne connaissait pas l'hygiène, alors qu'on avait, par exemple en Europe, encore une fois, puisque l'hygiène amène la santé, eh bien, on avait des bâtons avec des éponges comme les éponges de mer, et ça trempait dans du vinaigre avec du cidre, etc., ou du vinaigre et un autre alcool. Et c'est comme ça que les gens se lavaient, avant que le papier toilette existe. C'est également nous qui avons révolutionné au niveau des bidets. Pour les douches, c'est pareil. Mais vous avez après les Africains du Nord, vous voyez, incultes et malhonnêtes, qui diraient de leur côté que nous, on se parfumait tellement on était des crasseux et que partout c'était la porcherie. Eux qui ont mis du temps à avoir les vraies canalisations, pour certains pays qui n'ont même pas encore accès à l'eau potable, ou en tout cas dans certains endroits, il faut aller puiser, voyez-vous, ils veulent nous donner des leçons à nous. C'est quand même dingue, oui. Encore une fois, c'est incroyable. On peut en rire, hein, de toute façon. Il faut les exposer dans leurs conneries, vous voyez. Comme on le fait pour bien d'autres choses encore. Revenons-en au sérieux du livre. Avant le début donc, du XXe siècle, hein, on voit que les Européens, bien, ils ont des problèmes quand même avec l'eau contaminée et ils vivent dans une misère noire, manque d'alimentation et ce genre de choses. Je voulais rajouter autre chose. Une fois que les Occidentaux sont parmi la révolution de l'hygiène, on observe
une durée de vie qui s'allonge. Alors on peut se dire, à ce moment-là, est-ce que c'est les médicaments qui ont favorisé, même les vaccinations, à ce qu'on vive plus longtemps, ou est-ce que c'est l'hygiène principalement? Mais le deuxième acteur s'en est servi du premier. On peut voir ça. Un enfant sur 5 était mort-né à l'époque. Dans les années 1920, des méthodes simples visant à éviter les microbes pathogènes, lavage à l'eau et au savon, séparation de l'eau potable et des déchets, élimination des aliments avariés permettaient déjà à la plupart des Occidentaux de vivre au-delà de leur 50e anniversaire. Et on voit en France que globalement les rues étaient assez propres, les gens faisaient le tri dans leurs poubelles, ont une bonne hygiène. Et puis il est arrivé une migration dans les années 70 qui conduit à ce que les rues aient des détritus qui jonchent partout les trottoirs, à ce qu'il y ait la barrière du froid des fois qui soit complètement annihilée dans certains kebabs ou restaurants de piètre qualité, et bien d'autres choses encore. Et on voit dans les rues de Marseille des vêtements jetés par terre, des gens dans les quartiers en France, à Nantes, à Paris, à Marseille, à Lyon, peu importe, qui jettent les couches des gamins par la fenêtre, qui jettent leurs détritus. Qui fait ça? Ah, 80-85% des Africains. Même 90% devrais-je dire. Ils salissent, ils sont dégueulasses. Encore une fois, ceux qui résident dans ces quartiers. Parce qu'il y a bon nombre d'Africains, noirs, arabes, maghrébins, berbères, qui sont très propres, qui sont dignes, qui sont en bonne famille. Tu vas chez eux, limite tu pourrais manger sur le sol tellement c'est propre. Mais c'est pour vous dire, en fait, dans ce lot de migration, on a aussi eu malheureusement les malchances de ceux qui ramènent une époque du passé et bien tripas sont là à acheter des choses par la fenêtre, favorisent l'avenue de nuisibles tels les rats, les cafards et bien d'autres choses, les punaises de lit et les maladies. Et ça, on peut le nier, hein. On le voit d'ailleurs, même il y avait des tests, il y en a toujours, de la drépanocytose, maladie africaine, maladie du sang, où les nouveau-nés sont testés en France. Et c'est d'ailleurs cette technique qui permettait aux Occidentaux et aux Français de souche de voir dans les nouvelles générations qui est français et qui est africain, depuis ces générations précédentes. Donc c'est ça, ces ascendants, c'est-à-dire les parents biologiques, quoi. Et là, ça, ils l'ont maintenant supprimé. Voyez-vous la distinction? Ils le font à tous les nouveau-nés, ces tests. Bon, on a la salissure du métissage. On a également tous ceux qui sont venus du coup pour se reproduire, profiter de la CAF et compagnie. Mais ça nous permet de voir que, en dehors de ce que je vous décris, il y a des maladies qui sont ramenées. Et on peut le nier, c'est la science. Et il y a bien d'autres choses encore comme ça. Mais bon, c'est un autre sujet. Après, on me dira, ouais, tu attaques les subsahariens. Les autres me diraient, ouais, tu attaques les maghrébins. Oh, ça va. On a le droit de dire les vérités à un moment. Si vous êtes insatisfait, venez me prouver dans les commentaires, par des arguments posés, que ce que je dis est faux. En fait, il y en a beaucoup, ils vont être dans un esprit contradictoire au début, en opposition, et rapidement, en faisant les recherches, ils vont se dire « Putain, l'enfoiré, ce qu'il dit, c'est sourcé. » Bon, il extrapole un peu des fois, en grossissant les traits sur la proportion d'Africains. Ok, ça je l'accepte, vous voyez, il ne faut pas être malhonnête. Mais en revanche, ils se disent « Putain, l'enfoiré. Ce qu'il dit est vrai, on peut le contredire sur ça. » C'est fort, faites vos recherches. Ne m'écoutez pas seulement ou ne suivez pas que ce qui est inscrit dans les livres. Allez au-delà, éprouvez de l'esprit, éprouvez de la connaissance et vous verrez. Vous avancerez avec droiture. Alors, on est maintenant, que je regarde, à la page 41-42. Alors voilà, en 1987. Un médecin anglais avait découvert le parasite à l'origine du paludisme, tapi dans les entrailles de moustiques assoiffés de sang. En quelques décennies, en asséchant les masses d'eau stagnantes où se reproduisaient les moustiques et en empêchant les insectes de pénétrer à l'intérieur des chambres, le paludisme fut pratiquement anéanti dans une grande partie des États-Unis et de l'Europe. De même, l'armée américaine éradiqua le paludisme au Panama, une région tropicale, car on souhaitait creuser un canal à travers cet isthme étroit, recouvert de jungle. Alors, il y en a beaucoup qui nous disent souvent, là-dedans, que les arabo-musulmans, eh bien ceux qui ont apporté la science à l'Occident et à la France. Que ce sont eux qui nous ont transmis les savoirs de médecine, de chirurgie, de médicamentation, bref, de toute révolution médicale. Mais il faut m'expliquer pourquoi, par exemple, pour supprimer le paludisme, c'est les Américains et les Européens.
Pourquoi dans les avancées d'intelligence artificielle, c'est les Américains, les Européens? Et que l'on les retrouve eh bien, dans le développement des médicaments, des soins, et d'ailleurs même que l'on retrouve les Africains venant chez nous, les Orientaux venant chez nous pour se faire soigner. Il faut m'expliquer. Eux qui auraient tant d'avance, qui auraient tout apporté à l'humanité. Dites-moi une entreprise pharmaceutique arabo-musulmane. Dites-moi un groupe international connu en système d'exploitation informatique arabo-musulman. Donnez-moi pareil un nom comme ça d'une entreprise qui serait révolutionnaire par ses médecins ou par la chirurgie ou autre. Il n'y en a pas. Et les seuls moments où on les retrouve assez forts, c'est dans la transplantation et dans, voyez-vous, les modifications, implants capillaires, de barbe, ce genre de choses. Mais en fait, s'ils sont forts dedans, c'est parce que les Occidentaux coûtent trop cher dans ces manœuvres. Il n'y a pas assez de personnel. Mais allez, on leur accorde ça. Et pour les BBL, faire grossir les fesses, bref, toutes les choses artificielles, on leur accorde ça. Vous voyez, même au roi du Maroc vient en France se faire soigner, pareil pour les Algériens, pareil pour les Tunisiens, bref, il y en a plein comme ça, hein, même le Mali, le Niger, ce que vous voulez, ils viennent chez nous, leurs hauts dirigeants pour se faire soigner. On a même, pour vous dire, la mère de Oussama Ben Laden, qui, après le 11 septembre, continuait de se faire soigner dans un hôpital parisien. Oui, oui, la maman de Oussama Ben Laden, donc issue de la famille Ben Laden, très riche famille saoudienne, etc., ne se faisait donc pas soigner en Arabie Saoudite, ne se faisait pas soigner dans des pays arabo-musulmans, mais venait dans un pays de koufar, en France, pour se faire soigner. Voilà, je dis ça, je dis rien. Si vous ne me croyez pas, je vous lirai, c'est quoi, c'est... Danger islamiste, un truc comme ça, je sais plus. C'est un autre livre que j'ai dans ma bibliothèque qui est en cours de lecture. Bref, revenons-en donc à ceci, et c'est là qu'on se rend compte. De même, l'armée américaine donc, éradique le paludisme au Panama, et cependant, les représentants médicaux de l'aide occidentale, désormais dirigés par l'Organisation mondiale de la santé, récemment créée et chargée en 1948 d'apporter des remèdes modernes dans tous les pays du monde, ne s'embarrassèrent pas de ces mesures onéreuses et longues à mettre en place. À l'époque, une solution facile au problème du paludisme avait été malheureusement découverte, c'est l'insecticide DDT. Bon marché et facile à appliquer, le DDT avait déjà sauvé la vie de millions de soldats envoyés sur les champs de bataille avec un flacon de produit à portée de main. Pratiquement indestructible, une pulvérisation de DDT pouvait décimer les moustiques adultes et leur progéniture. Et ces résidus pulvérisent. Alors attendez, pulvérule, je crois qu'à mon avis il y a eu un problème, ce pulvérise restant actif pouvait perpétuer le carnage pendant plusieurs années. En 1955, l'OMS décida hardiment qu'en appliquant des quantités de DDT suffisantes, il était possible d'éradiquer le paludisme de la surface de la Terre. Sauf que voilà, entre 1958 et 1963, les États-Unis financèrent généreusement la campagne anti-paludisme conduite par l'OMS. La maladie disparut du sud de l'Europe et fut considérablement enrayée en Inde, en Malaisie et au Sri Lanka. Néanmoins, il était clair dès le milieu des années 1950 que les moustiques anophèles porteurs du paludisme pouvaient rapidement devenir résistants au DDT, qui vigoureusement était utilisé non seulement par l'OMS, mais aussi par les agriculteurs de nombreuses régions, encouragés par les hauts responsables occidentaux contrôlant la Banque mondiale. Puis, en 1962, on s'aperçut aussi que l'Occident peut faire ses erreurs et qu'il y avait des effets toxiques du produit chimique, notamment les cancers et la destruction de populations de poissons, furent explicitement mis en cause dans l'ouvrage de Rachel Carson, Printemps silencieux. Je cite, « Pratiquement du jour au lendemain, se souvient un entomologiste, le DDT devient l'élixir de mort. Un an plus tard, le Congrès américain refusa d'octroyer des fonds au programme de l'OMS. Dès que l'on cessa d'utiliser le DDT, les habitants des régions affectées par le paludisme, dépourvus cette fois de leur relative immunité à la maladie, furent confrontés à un retour massif des moustiques. » Donc là, sur cette expérience, ils ont même été dénoncés après par le Congrès américain. La mondialisation des maladies. L'ère de la mondialisation ne s'est pas avérée bien meilleure. Avec les milliards de dollars qu'ils octroient sous forme de prêts, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pèsent de tout leur poids sur la santé des populations démunies de la planète. Selon la Banque,
l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, c'est-à-dire précisément les travaux publics qui ont sorti l'Occident de l'ornière des infections, n'a pas été particulièrement rentable en termes de mesures sanitaires. Alors, juste pour le DDT, ce qui a provoqué les drames qui ont suivi, c'est la quantité qui a été déversée. C'est-à-dire que c'était un bon produit à la base pour lutter. On le voit dans des petites fioles à titre individuel, ça passe. Quand c'est répandu sur des surfaces, en trop haute proportion, là, ça crée des dégâts. Donc c'est une demi-réussite et un demi-drame, si je puis dire. Ah, et ça a sauvé des vies, il fut un temps, et ça en a détruit d'autres au vu des quantités utilisées dans les airs, par les agriculteurs, par bien d'autres choses encore. 41, 42, on l'a fait. Hop, on va à la page 48. Alors DTT, hein, c'est tout un sujet quand même. Je crois qu'ils appellent ça l'agent orange, il me semble. Ça a été servi aussi pour certains, voyez-vous, ça leur a été mis à disposition pour faire du crime. Il faut le dire. L'accès aux médicaments bon marché était susceptible de remédier à ces maladies rares. Pressées d'accéder aux marchés en expansion tels que le Brésil et l'Inde, les sociétés multinationales du secteur pharmaceutique ont exercé des pressions sur leur gouvernement afin qu'ils serrent la vis aux fabricants locaux de médicaments bon marché. Le problème était particulièrement aigu en Inde, où le droit des brevets établi dans les années 70 protégeait les modes de fabrication, mais pas les produits proprement dits. La législation avait autorisé les fabricants locaux capables de rétroconcevoir des médicaments à fabriquer des imitations de nouveaux produits pharmaceutiques pour une fraction de leur prix. Alors, je ne vous avais pas présenté un autre livre, mais je l'ai. Il y a quelque chose d'intéressant dedans, c'est qu'il disait, en fait, il y avait des médicaments brevetés, il suffisait seulement de récupérer leur structure moléculaire, tac, d'en modifier 2 ou 3 brins, et donc la structure n'était plus la même, pour breveter, et toi-même déposer ton modèle. C'est un truc de dingue. Et donc entamer des billets, parce qu'à l'époque, je parlais avec des collègues de travail, et même précédemment encore, j'avais échangé avec Dada et bien d'autres, ce qui s'appelle... Ah, comment c'est déjà? L'ambroise. Non? Il y a une plante spécifique. J'ai la paire de tête en plus. Oh putain. Mais elle est souvent utilisée par plein de gens. En fait, elle est mise, entre autres, en thé et on peut la consommer différemment. Oui, mais j'ai perdu son nom. Ça me reviendra plus tard, parce que j'en avais même mis à planter et donner à des collègues de travail. Mais j'ai complètement... Wow, trou noir. Attends, comment ça s'appelle? C'est un nom spécifique. L'ambrose quelque chose. En fait, il y a plusieurs variétés dedans. C'est à quelque chose. Pas l'amnésia. L'amnésia, ça c'est autre chose. Oh, je sais même plus. C'est pas grave. Ça me reviendra. C'est dommage. En Afrique, c'est beaucoup utilisé contre certaines maladies. Et apparemment, il y en a même des petits musées de ça, en fait. Ils proposent un thé dans d'autres consommations. Et il y a plein de variétés. C'est pas ambrose, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc après, bref, on a les grands laboratoires pharmaceutiques indiens tels que Cipla et Ranbaxy ont procédé à la rétroconception de quelques-uns des médicaments parmi les plus importants de notre époque et fait passer le coût d'un traitement du sida avec les médicaments brevetés de 15 000 $ par an à quelques centaines de dollars. Donc ils ont réduit les coûts. D'autre part, évitant les guerres commerciales auxquelles se livrent les grandes sociétés, les fabricants indiens avaient associé plusieurs médicaments de lutte contre le sida dans les pilules qui pouvaient être administrées sous forme de doses simples, en une prise par jour, ajoutant sans hésiter le médicament d'un concurrent à celui qu'elles avaient mis au point, de la même façon que Coca ajouterait du Pepsi à ses propres bouteilles. Ah oui, en fait, c'était ça que je voulais vous dire à la page 48. C'est en 1998, l'Organisation mondiale de la santé considérait que l'obésité, ainsi que tous les risques pour la santé dont elle est assortie, était une épidémie mondiale. Donc une épidémie mondiale d'obésité.
Et c'est dû à ce qu'on avait vu dans le précédent direct sur le livre noir de l'agriculture, où on se retrouve avec du maïs et bien d'autres choses encore, qui augmentent le taux d'oméga 6 dans le corps, et on réduit les oméga 3. Et donc quand il y a eh bien, un déficit d'oméga 3 face aux oméga 6, ça favorise l'obésité. Pire encore, c'est que ça s'inscrit dans la génétique, et qu'à la génération suivante, eh bien, elle qui consomme la même alimentation a déjà hérité d'un ADN impacté, et la génération d'après, et il était dit au bout de 4 générations, le souriceau, mais en fait pour un bébé humain c'est pareil, sans manger n'importe quoi, il développe du gras tout seul, à cause des précédentes générations et de ce qu'il lui a mis également dans l'assiette. Eh bien, en 98, il a été dit par l'OMS que l'obésité était une épidémie mondiale. Mais comme ramener les gens à une bonne alimentation et donc à retrouver la souveraineté alimentaire et surtout de l'intérêt pour leur corps, ça ne serait pas rentable. Et voyez-vous, ça ferait descendre le produit intérieur brut. Ça viendrait à effacer certains emplois, ce genre de choses. Il n'y a eu aucune campagne véritable pour eh bien, mettre fin à cette épidémie. Contrairement aux autres, où en revanche, quand on a une petite grippette, là, tout le monde est alarmé, confinement, on débloque des milliards, on en fait de la propagande sur tous les médias, on est capable également de sortir des livres, des recherches, de les inscrire dans des publications, des revues importantes, etc. Et la différence de traitement est dingue. Alors, hop, page 79. Donc là, on avance un peu, à moins que je me sois planté. Mais... ouais, c'est ça, non. Hop. Il y a certaines choses que je me suis laissé en note, notamment en page 51, la transplantation cardiaque, la toute première au monde. Et après, il y a d'autres choses. Mais c'est assez complexe. Donc nous, c'est à la page 79. On avance un peu. Donc on arrive au 4e chapitre, l'irrésistible ascension des laboratoires pharmaceutiques. Naissance d'une industrie. De nos jours, au sein des sociétés occidentales, bien qu'ils soient réglementés, les produits pharmaceutiques sont considérés comme des biens de consommation indispensables, au même titre que l'électricité et l'eau potable. Et l'on a tendance à passer sous silence la quête de cobayes humains. Cela n'a pas toujours été le cas. Pendant la plus grande partie de leur premier siècle d'existence, les laboratoires pharmaceutiques ont été considérés comme des marchands de poudre de perlimpinpin vaguement méprisables. À y regarder d'un peu près, ils ne valaient guère plus. Depuis leur création, pendant la seconde moitié du XIXe siècle, les fabricants de médicaments concoctaient de mystérieuses formules secrètes. Leurs méthodes et ingrédients ne transparaissaient qu'à travers leurs slogans publicitaires. Selon une étude conduite en 1985, les principaux ingrédients de ces médicaments étaient la quinine et la morphine. Merck vendait de la cocaïne, Bayer de l'héroïne. De l'alcool coupé d'eau était vendu comme médicament contre les rhumes, les congestions et la tuberculose. Ce n'est qu'après que ces médicaments non réglementés eurent décimé des milliers d'Américains, notamment d'innombrables enfants auxquels on donnait des opiacés, que le Congrès des États-Unis promulgua en 1906 la loi relative à l'alimentation et aux médicaments qui exigea des fabricants qu'ils inscrivent la liste des ingrédients sur les notices de leurs produits. Les véritables armes fatales, les médicaments partiellement toxiques qui remplacèrent les poisons dilués, ne firent leur apparition qu'en 1932. Après, il y a des exemples qui sont donnés, mais c'est incroyable. Merck vendait de la cocaïne, Bayer de l'héroïne, et d'autres de l'alcool coupé à l'eau, et bien des médicaments, encore des opiacés donnés aux mômes, soi-disant pour les soigner. Et on retrouve Rockefeller aussi dedans, là, qui n'est pas cité dans ce passage, mais que je vous ai mis en revanche dans la guerre ouverte contre les peuples. Oui, j'ai pas juste fait un report idiot de « Ah tiens, il y a ça dedans », je m'arrête là. Non, j'ai reporté cette partie-là dans le livre, vous pouvez le retrouver, mais j'y ai ajouté aussi Rockefeller. Voilà, on est à 1h04, c'est parfait pour aujourd'hui. On est donc au 4e chapitre. Je vous propose de continuer ça la prochaine fois. Il nous restera peut-être 2 émissions sur Cobaye Humain, le grand secret des essais pharmaceutiques. Et après, on aura toute la partie éthique avec Monseigneur... comment il s'appelle ? Monseigneur Dornella. Quelle société voulons-nous pour aujourd'hui ?
et demain, et bien d'autres choses encore, aussi comme on a parlé eh bien de l'intérêt des cartels pharmaceutiques pour les universités, pour ceux qui ont accès à des patients, on se penchera sur l'AMA, AMA, donc l'association médicale américaine. Et on verra d'autres choses encore par Eustace Mullins, même si je dénoncerai certaines de ces sources qui ne sont pas fiables. Voilà, merci pour votre écoute, la vérité est notre avenir. En chrétien, nous savons que nos valeurs sont ancrées, on avance jour après jour, on dénonce ce qui ne va pas, mais en 2025, on va se porter sur une année de merveille aussi, voir ce qui peut être beau dans le monde. Hein, c'est pas que de se mettre des choses et de se dire « ah, c'est mort ». On n'a pas d'espoir, au contraire. L'espoir est une vertu et on va se porter vers elle en 2025. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir, donc les valeurs ancrées, c'est notre victoire qui est assurée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter.